pour aller plus loin, justement, dans ces explications, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Benjamin David. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur francophone de l'Institut de fécondité Poua en Israël. Je vous ai demandé de venir, tout simplement, pour essayer de comprendre véritablement, parce que le problème, il est militaire, c'est certain, il est aussi sociétal et il est religieux, parce que la religion ne va pas sans le sociétal en Israël. Nous aurons dans quelques instants d'ailleurs une gynécologue spécialiste de fécondité justement depuis les États-Unis. Alors, je vous ai fait venir parce que en préparant cette émission, vous m'avez dit que le problème, il est réel, il est compris par l'Institut Poua, par l'Institut de fécondité, mais il pose problème. Pourquoi? D'abord, comme vous l'avez dit, c'est un problème qui est très, je dirais, pas uniquement un problème, c'est un problème qui touche la société israélienne. Depuis le début de la guerre, il y a énormément de cas de parents, de femmes qui ont demandé qu'on préserve du sperme sur des soldats qui sont tombés au front. Et donc c'est un débat très fort en ce moment à la Knesset. L'Institut Poua d'ailleurs fait partie de la commission à la Knesset qui parle sur ce sujet, qui essaie de définir une loi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation sur ce sujet-là, c'est quelque chose de nouveau. Et donc aujourd'hui, selon le conseiller juridique du gouvernement, on n'a pas le droit d'utiliser le sperme qui est prélevé sur les soldats, on a le droit de le prélever, mais on n'a pas le droit de l'utiliser jusqu'au moment où une loi va être définie, posée par la Knesset. Alors que dit l'Institut, justement? Alors aujourd'hui, à l'Institut Poua, on parle, je dirais, on comprend la gravité du sujet et on essaye de poser quelques points qui sont des points d'éthique et des points de halakha qui sont en rapport avec la loi juive. Au niveau de la loi juive, il y a un sujet qu'on appelle nivou lamet, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de détruire, de déchiqueter, d'abîmer une personne qui est décédée. Alors, prélever un testicule, ok, c'est un problème halachique. Alors, si la personne a donné son consentement dès le départ, il a dit je veux le faire. De la même manière qu'une personne, elle signe. Vous savez, en Israël, il y a une carte qui s'appelle Adi où il signe. Un don d'organe. Un don d'organe. Alors, dans ce cas-là, il y a une grande majorité des rabbinim qui considèrent que si la personne de son plein gré a dit qu'il est d'accord qu'on lui prélève des organes, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré comme un acte de dénigrement, un acte qui fait qu'on a déchiqueté son corps. Pourquoi justement? Alors, je pense à un exemple d'un soldat juif israélien d'origine éthiopienne qui est tombé au combat et dont le cœur a été transplanté à une autre personne et qui a permis, les yeux également, qui ont permis de sauver. Pourquoi ces dons d'organes sont autorisés, ne sont pas controversés et le don de sperme l'est? Alors d'abord, c'est aussi d'une certaine manière controversé, mais c'est moins important dans le sens où, dans le judaïsme, on a aussi pikuach nefesh doché hakol, on a ce principe de fait que quand on peut sauver des vies, alors les autres lois, elles peuvent s'annuler. Et là, donc, on prend le cœur, on va sauver une personne qui est malade, on prend des reins, on va sauver une personne qui est malade, qui est en dialyse, etc. On va lui sauver la vie. Alors que là, on ne parle pas de sauver la vie, on parle de créer un enfant. Et donc, c'est déjà un autre point. C'est-à-dire, on n'est pas en train de sauver une personne qui est malade, on est en train de créer un enfant qui potentiellement n'existe pas pour le moment. Est-ce que l'Institut s'est déjà prononcé en faveur d'un cas existant? Alors, on n'a pas eu encore une fois, on a eu à l'Institut Poua, comme je vous ai dit, on est mitigé sur ce sujet. D'abord, de savoir si la personne a donné son consentement, si le chayal, le soldat, a donné son consentement. Si elle a donné son consentement, c'est beaucoup plus simple. Si le soldat aussi est marié, c'est aussi beaucoup plus simple. D'abord parce que dans le judaïsme, quand on se marie, je dirais que c'est un ensemble, on se marie, entre autres aussi pour avoir des enfants. C'est-à-dire que on a d'une certaine manière une présomption, même s'il n'a pas donné, il n'en a pas parlé avec sa femme, on a une présomption qu'il voudrait avoir des enfants, puisque c'est entre autres pour ça qu'il s'est marié, bien sûr, et certainement il voudrait avoir des enfants avec cette femme-là, puisqu'il s'est marié avec cette femme. Alors que lorsqu'on parle d'un soldat qui est célibataire, on ne sait pas si il aurait voulu avoir des enfants,
Et on ne sait pas si vous aurez voulu avoir des enfants avec une femme qui est aujourd'hui, je dirais, virtuelle. Il n'a pas de femme, il a même pas peut-être même de petite amie, ou même s'il avait une petite amie, ça ne veut pas dire qu'il voulait se marier avec elle et fonder avec elle une famille. Donc là, on parle d'un problème beaucoup plus... C'est au-delà du problème religieux, il y a le problème moral. Alors, c'est un problème moral. D'abord, un problème moral. Est-ce qu'on a le droit de créer, encore une fois, une descendance, une personne qui... Vous savez il y a une étude qui a été publiée en Israël il n'y a pas longtemps par un professeur qui s'appelle Shofaro de l'hôpital Bellinson. Il parle de spermes qui ont été congelés par des gens qui ont un cancer et qui sont donc... on leur pose la question, si vous êtes en phase terminale et que, Chazé Khalila, vous allez mourir suite à votre cancer, est-ce que vous voulez qu'on détruise le sperme que vous avez congelé, ou est-ce que vous voulez qu'on l'utilise pour que vous puissiez avoir des enfants? Et 97% demandent qu'on détruise le sperme. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement qu'une personne, parce qu'elle a congelé du sperme, ça veut dire qu'elle voudra l'utiliser après sa mort avec une personne qui est tout à fait anonyme. Alors Rabbin, on va faire une pause dans ces questions. J'aimerais rejoindre justement les États-Unis, où je vous retrouve, docteur Myriam Safra, et merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue, spécialiste de fécondité de l'université Pittsburgh aujourd'hui. Merci de répondre à nos questions. Scientifiquement, est-ce qu'il y a une date limite de ponction justement de sperme post-mortem? La question combien de temps on peut procréer le sperme après le décès de la personne est une question qui se pose beaucoup. Et la réponse est que ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la façon dont le corps a été préservé, par exemple, depuis le décès jusqu'à qu'on fasse la procréation du sperme. Normalement, les corps étaient gardés à la morgue à 4 degrés, et c'est les données qu'on a dans la littérature médicale. Et on sait que dans ces cas-là, du sperme a été retrouvé et utilisé, donc retrouvé et utilisé jusqu'à passer 48 heures après le décès de la personne. Et il y a des enfants même qui sont nés de sperme qui ont été pris jusqu'à 48 heures après le décès. Du sperme a aussi été trouvé jusqu'à 72 heures ou même 96 heures. Il y a même une étude où il y a un patient qui a eu du sperme retrouvé jusqu'à passer 106 heures après son décès. Mais ce sperme n'a pas été utilisé. Donc on ne sait pas si les spermes qui ont été procréés après tellement de temps, est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce qu'on peut fertiliser des oocytes avec? Est-ce que des bébés seront en bonne santé après? Donc ça dépend de beaucoup de choses. Et normalement, ce qui était avant la guerre, c'était des corps qui étaient gardés à la morgue à 4 degrés. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement, avec des patients ou des proches qui sont tués pendant les temps de guerre, ou ça peut être des personnes qui sont gardées dehors, comme on a eu au début de cette terrible période. Et dans ces cas-là, on ne sait pas exactement combien de temps on pourra retrouver du sperme après le décès de la personne. Et est-ce que vous ne pensez pas, docteur, qu'il y a un problème de risque, de généralisation, de banalisation de ce processus, finalement, et des dérives scientifiques? En Israël, la procédure se fait en 2 étapes. Comme je l'ai dit avant, la possibilité de prendre le sperme, de procurer le sperme, et après de faire un appel pour pouvoir l'utiliser, je pense que ça donne une très bonne réponse et aux besoins de cette procédure qui est faite en fait en temps extrême. Et c'est pour ça que toutes les questions éthiques et les questions de loi seront répondues à la 2e étape. Mais si on ne fait pas la première étape, alors il n'y aura même pas besoin de se poser les questions qui doivent être posées à la 2e étape. Et en plus, je voudrais ajouter qu'en Israël, le yachas qu'on a avec tous les décès et avec tous les corps est une approche qui est spéciale, je pense, pour le peuple juif et pour les gens en Israël. Et la façon dont les choses se font à la morgue, ça se fait avec énormément de respect. Et pour le décès, pour notre patient qui est maintenant décédé. Et je pense que c'est quelque chose qui est très spécial aussi en Israël, la façon dont ces procédures se sont faites pour donner le kavod qu'il faut dans cette procédure. Merci, docteur Safra. Rabbin David, j'ai pu m'entretenir avec Baruch Ben Igal, le père d'Amit Ben Igal, qui est tombé au combat à Naplouse en mai 2020. Et il me dit, oui, nous avons ponctionné le sperme de mon fils et nous trouverons en temps et en heure la dame qui correspondait plus ou moins à notre fils. Vous lui dites quoi? Alors, il y a aussi un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est l'enfant qui va naître.
Et je crois que on doit aussi prendre en compte. Vous savez que on voit en ce moment, il y a des familles, des soldats qui tombent au combat. Ils ont une famille, ils ont un bébé. Et pour tous, c'est une tragédie. Tout le monde est déchiré par cela quand on voit ces familles avec ces orphelins qui sont là et qui pleurent. Alors, est-ce qu'on a le droit éthiquement de créer a priori un enfant qui sera orphelin? Quand c'est une tragédie, un accident de voiture, quelqu'un qui meurt ou qui meurt au front, alors c'est une tragédie. Tout le monde pleure, encore plus que quand c'est quelqu'un qui est, je dirais, célibataire. C'est encore plus, ça nous fait encore plus, ça nous déchire le cœur encore plus. Et là, il y a des personnes qui décident a priori de créer un enfant qui va être orphelin, un enfant qui n'aura pas de père, qui va grandir avec une dame encore une fois, on ne sait pas qui elle est. Qu'est-ce qui va se passer si cette femme demain se marie et décide de quitter Israël, aller habiter aux États-Unis, et les parents de ce soldat qui est décédé, ils vont dire non, il faut absolument qu'il grandisse ici. Pourquoi on a voulu avoir cet enfant? Pour qu'il grandisse avec nous. On est en train de créer, il faut qu'on réfléchisse bien quel est l'impact psychologique sur ces enfants-là, qu'est-ce qui va être l'impact psychologique sur la famille, des déchirements qu'il pourrait y avoir. Il faut absolument mettre les choses qui soient vraiment au point. C'est pour ça que nous, à l'Institut Pourra, quand on nous a demandé à la Knesset d'écrire un avis, on pense que si, encore une fois, une personne a donné son avis et a donné son consentement, on pourrait accepter la chose. Si cette personne est mariée et qu'elle a donc une femme qui prend la responsabilité sur cet enfant, et je dirais que c'est la continuité de sa famille qui existe déjà, on peut l'accepter. Mais lorsque des parents, des grands-parents, qui vont être en fin de compte les grands-parents, les grands-parents, au point de vue juridique, ils n'ont aucun statut. Donc on est en train de créer, je dirais une stèle, c'est un mot que je ne veux pas utiliser, mais un genre de monument vivant en mémoire d'un enfant qui est décédé. Encore une fois, c'est une tragédie. Je comprends les parents qui veulent avoir un enfant de cette manière, un petit-fils, surtout parfois, s'ils n'avaient qu'un enfant et c'est lui qui est mort à la guerre, on a un devoir d'une certaine manière de compassion et d'aimer, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant qui va naître. Et là, à mon avis, vous savez, dans le judaïsme, on a un principe qui dit « Ve'afta l'eracha kamocha » aime ton prochain comme toi-même. Et dans le Talmud, on nous dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un enfant orphelin qui un jour va dire « Mais pourquoi vous m'avez fait venir au monde et que je vis dans une tragédie ?» Merci, Rabbin Benjamin David, le directeur francophone de l'Institut du Pourra. Vous reviendrez peut-être dans nos studios si la loi avance, justement, puisque vous êtes en plein débat à la Knesset. Merci d'avoir été avec nous sur ce débat extrêmement controversé, extrêmement intéressant aussi. Merci à vous. Shalom, shalom.